Je n'avais que 22 ans lorsque mon père a cessé de m'appeler sa fille. Dans les salons dorés de notre hôtel particulier à Neuilly, tout brillait. Les lustres, les miroirs, les sourires calculés. Tout, sauf mon cœur. Fille unique d'un milliardaire respecté, j'avais grandi entourée de silence poli, d'argent facile et d'un amour paternel conditionnel. Ce que je ne savais pas encore, c'est qu'un seul battement de cœur pouvait faire s'effondrer tout cet empire. Il s'appelait Julien. Le chauffeur. Une présence discrète, toujours ponctuelle, toujours invisible aux yeux des puissants. Pourtant, c'est lui qui me voyait vraiment. Dans le reflet du rétroviseur, il lisait mes larmes que personne ne remarquait. Nos conversations ont commencé par des banalités, puis sont devenues des confidences chuchotées à l'arrière d'une voiture noire. J'ignorais que ces mots simples allaient me coûter une famille. Le jour où mon père a découvert la vérité, son regard a changé. Froid. Tranchant. Il n'a pas crié. Il a fait pire. Il a souri. Tu as choisi, a-t-il dit calmement, avant de me retirer son nom, son soutien, son existence. En une nuit, je suis passée de princesse à paria. Si cette histoire vous touche déjà, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines parties de récits aussi intenses. J'ai quitté la maison avec une valise trop légère pour mon chagrin, convaincue que l'amour suffisait à tout affronter. Mais en fermant la porte derrière moi, j'ignorais encore que ce rejet n'était que le début, et que 18 ans plus tard, le destin me préparait un choc que même mon père n'aurait jamais pu imaginer. Les premiers mois ont été une chute brutale. Julien et moi avons loué un petit appartement à Montreuil, loin des avenues où mon nom ouvrait toutes les portes. Pour la première fois, je comptais chaque euro. Je découvrais le prix du pain, le bruit des voisins, la fatigue réelle. Julien travaillait jour et nuit, enchaînant les missions de chauffeur privé, pendant que je cherchais un emploi avec un CV volontairement vidé de mon passé. Je ne voulais pas être la fille de. Je voulais être quelqu'un. Mais l'amour, aussi fort soit-il, ne protège pas de tout. Les regards méprisants, les remarques blessantes, les silences pesants ont commencé à nous user. Julien souffrait de savoir qu'à cause de lui, j'avais tout perdu. Moi, je souffrais de le voir porter une culpabilité qui n'était pas la sienne. La nuit, je faisais des rêves où mon père me regardait sans me reconnaître, comme si j'étais devenue une étrangère dans sa propre mémoire. Un matin d'hiver, la fatigue a laissé place à la peur. 2 lignes roses. Mon cœur s'est arrêté, puis emballé. Un enfant. Notre enfant. Julien m'a serré contre lui, bouleversé, heureux et inquiet à la fois. Moi, j'ai pensé à mon père. À ce qu'il dirait. À ce qu'il ne saurait jamais. J'ai compris que le retour en arrière était désormais impossible. La grossesse a été difficile, marquée par les doutes et les sacrifices. Puis, une nuit de pluie, ma vie a basculé une seconde fois. Une sirène, des lumières rouges, un téléphone qui tombe de mes mains tremblantes. À l'hôpital, on m'a regardé avec cette expression que je n'oublierai jamais. À cet instant précis, j'ai su que rien ne serait plus jamais comme avant. Je suis sortie de l'hôpital seule, le ventre encore vide et le cœur trop lourd pour respirer normalement. Julien n'était pas mort, non, mais il ne marchait plus. Un accident banal, disait-on. Une voiture trop rapide, une chaussée glissante. Les mots glissaient sur moi sans vraiment entrer. Tout ce que je voyais, c'était son regard, cloué au plafond blanc, empli d'une peur silencieuse que je ne lui connaissais pas. Les semaines suivantes ont été un brouillard. Julien est devenu un autre homme, pas par faiblesse, mais par épuisement. Les factures s'accumulaient, les soins coûtaient cher, et mon ventre s'arrondissait à nouveau, défiant la fatalité. Oui, malgré tout, la vie avait décidé de rester. Cette fois, l'enfant tenait bon. Et moi aussi, je n'avais plus le droit de flancher. J'ai accepté un poste de nuit dans un centre d'appel, cachant ma grossesse sous des vêtements trop larges. Le jour, je courais entre les rendez-vous médicaux, les démarches administratives, et les silences de Julien. Il m'aimait toujours, je le savais, mais son regard avait changé. Il se sentait inutile. Et je ne savais plus comment l'aider sans me perdre moi-même. Un soir, en fouillant dans une vieille boîte, je suis tombée sur une enveloppe jaunie. Une lettre de mon père, jamais envoyée. Je l'ai reconnue à son écriture sèche, précise. Mes mains tremblaient. Pourquoi l'avait-il écrite? Pourquoi ne l'avait-il jamais envoyée? Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Quelque chose en moi redoutait ce qu'elle pouvait contenir.
Quelques jours plus tard, alors que je rentrais tard, épuisé, j'ai trouvé la porte de l'appartement entr'ouverte. À l'intérieur, une présence inconnue m'attendait dans la pénombre. La silhouette s'est avancée lentement, sans un mot. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait trahir ma peur. C'était une femme, élégante malgré la pénombre, un manteau sombre parfaitement ajusté, des gants de cuir retirés avec une précision presque cérémonieuse. Elle connaissait cet endroit. Elle connaissait mon nom. Mademoiselle Delcourt, a-t-elle murmuré, comme si ce titre m'appartenait encore. Je n'ai pas répondu. Personne ne m'avait appelé ainsi depuis des années. Elle s'est présentée comme l'assistante personnelle de mon père. Pas une secrétaire. Une ombre. Une confidente. Une exécutante. Sa présence seule réveillait tout ce que j'avais fui. Elle savait tout. Julien. L'accident. La grossesse. Les dettes. Elle parlait doucement, mais chaque mot était une lame. Mon père, disait-elle, suivait ma vie de loin. Sans intervenir. Sans pardonner. Mais sans jamais vraiment détourner le regard. Cette révélation m'a donné la nausée. Il savait. Il avait toujours su. Avant de partir, elle a posé une carte sur la table. Un simple rendez-vous. Une date. Une adresse. Il est temps, a-t-elle ajouté, avant de disparaître comme elle était venue. J'ai passé la nuit assise, la carte entre les doigts, à me demander ce que signifiait vraiment ce temps retrouvé. Le lendemain, à l'hôpital, Julien m'a annoncé qu'un ancien collègue lui avait proposé un travail étrange, très bien payé, sans trop de détails. Une coïncidence, sûrement. Pourtant, quand j'ai vu le logo de l'entreprise sur le dossier, mon sang s'est glacé. C'était l'une des sociétés de mon père. À cet instant précis, j'ai compris que les fils du passé se resserraient autour de nous, et que la rencontre à venir ne serait ni une réconciliation, ni une simple explication. Je n'ai rien dit à Julien. Pas par mensonge, mais par instinct de survie. Comment expliquer que l'homme qui l'avait rejeté sans un mot tirait désormais les ficelles de notre avenir? Le rendez-vous approchait, chaque jour plus lourd que le précédent. Je dormais mal, hanté par des souvenirs d'enfance que je croyais enterrés. La main de mon père sur mon épaule quand je réussissais, son silence glacial quand je décevais. Le jour venu, je me suis rendu seul à l'adresse indiquée. Un immeuble discret, trop discret pour une société ordinaire. À l'intérieur, tout respirait le contrôle, moquette épaisse, voix basse, regard qui juge sans jamais se fixer. On m'a conduite dans une salle vitrée. Il n'était pas là. À la place, des dossiers. Mon nom. Celui de Julien. Des photos. Des relevés médicaux. Même l'échographie. Quand mon père est enfin entré, il n'a pas pris place en face de moi. Il s'est tenu debout, comme lors d'un interrogatoire. Il m'a observé longuement, puis son regard s'est arrêté sur mon ventre. Tu as fait un choix autrefois. Aujourd'hui, je te propose une issue. Sa voix n'avait rien perdu de son autorité. Il m'a offert une sécurité totale, soins, argent, protection. En échange, une seule condition. Julien devait disparaître de ma vie. Sans scandale. Sans explication. Ton enfant ne portera jamais le nom d'un homme brisé, a-t-il ajouté, sans la moindre émotion. Je me suis levée, tremblante. J'ai voulu crier, pleurer, le frapper peut-être. Mais quelque chose m'a arrêtée. Sur la table, un document dépassait légèrement du dossier. Un rapport médical récent. Le sien. Et en lisant les premières lignes, j'ai compris que mon père ne jouait pas seulement avec nos vies. Il luttait contre le temps lui-même. Le diagnostic était clair, implacable. Maladie dégénérative avancée. Pronostic réservé. Mon père, l'homme que je croyais invincible, était en train de perdre la seule chose qu'il n'avait jamais su acheter, le temps. J'ai relevé les yeux vers lui, et pour la première fois, j'ai vu une fissure. Minuscule, presque invisible, mais réelle. Tu vois, a-t-il repris calmement, je n'ai plus le luxe des erreurs. Pour lui, Julien en était une. Moi aussi, peut-être. Il ne demandait pas pardon. Il négociait. Comme toujours. J'ai quitté la pièce sans répondre, le cœur ravagé par une vérité trop lourde. Malgré tout ce qu'il m'avait fait, une part de moi voulait encore être reconnue par cet homme. En sortant de l'immeuble, j'ai trouvé plusieurs appels manqués de l'hôpital. Julien avait fait une crise. Rien de mortel, m'a-t-on assuré,
Mais son état psychologique se dégradait. La culpabilité. La dépendance. La peur de devenir un fardeau. J'ai couru jusqu'à lui, essoufflé. Et quand il m'a vu, il a souri faiblement. « Tu mérites mieux que moi », a-t-il murmuré. Ces mots m'ont transpercé plus violemment que le rejet de mon père. Les jours suivants, tout s'est accéléré. Des aides sont apparues sans explication. Les factures disparaissaient. Un nouveau médecin. Un nouveau kinésithérapeute. Julien trouvait cela étrange. Moi, je savais. Mon père avançait ses pions, patiemment, me montrant ce que ma vie pourrait être, sans Julien. Un soir, en rentrant, j'ai trouvé une lettre posée sur l'oreiller. L'écriture était celle de Julien. Courte. Tremblée. Il y parlait d'amour, de liberté, de sacrifice. À la dernière ligne, mes jambes ont cédé. Parce que j'ai compris qu'il avait pris une décision irréversible, sans me consulter. Je l'ai lu 3 fois, incapable d'en saisir immédiatement le sens. Julien écrivait qu'il m'aimait trop pour me retenir, qu'il refusait d'être la chaîne qui m'empêcherait de respirer. Il parlait de dignité, de choix, de courage. Pas une seule fois il n'a mentionné mon père, mais chaque mot en portait l'ombre. La lettre n'était pas un adieu définitif. Non, c'était pire. C'était une libération imposée. Je l'ai trouvé le lendemain matin, prêt. Trop calme. Trop lucide. Il m'a expliqué qu'il acceptait l'offre de travail. Loin, très loin. Une mission longue, disait-il, compatible avec son état grâce à des aménagements exceptionnels. Il ne m'a pas regardé en parlant. Comme s'il savait que s'il croisait mon regard, il n'aurait plus la force de partir. J'ai compris alors que mon père avait gagné une première bataille sans jamais apparaître. Julien croyait décider seul, mais le terrain avait été préparé depuis longtemps. Les aides, les médecins, la proposition soudaine, tout menait à cette issue. Quand je lui ai demandé quand il partirait, il a répondu simplement « Très bientôt. Avant que tu ne me détestes ». Les jours suivants se sont déroulés comme un rêve silencieux. Nous faisions semblant de vivre normalement. Je posais ma main sur mon ventre, il souriait, puis détournait les yeux. Aucun de nous n'osait parler de l'après. Le dernier soir, il m'a demandé de lui promettre une chose. Une seule. Je n'ai pas répondu tout de suite. Parce qu'au même moment, mon téléphone a vibré. Un message. Un numéro que je connaissais par cœur. Mon père. 3 mots seulement. Froid. Calculé. Il est temps. Et j'ai soudain compris que le départ de Julien n'était pas la fin de son plan, mais le commencement d'autre chose, de bien plus irréversible. Julien est parti à l'aube, sans bruit. J'ai entendu la porte se refermer doucement, comme si même le bois refusait de faire du bruit pour ne pas me briser. Je suis restée assise longtemps, la main posée sur mon ventre, incapable de pleurer. Une partie de moi savait qu'en le laissant partir, je venais de perdre bien plus qu'un amour. Je venais de perdre mon dernier rempart. 2 jours plus tard, l'assistante de mon père est revenue. Cette fois, elle ne m'a pas demandé si j'étais prête. Elle m'a simplement dit que la voiture m'attendait. L'hôpital privé où mon père était soigné ressemblait davantage à un palace qu'à un lieu de fin de vie. Tout y était silencieux, maîtrisé, aseptisé. Même la mort semblait y obéir à des règles strictes. Quand je suis entrée dans sa chambre, j'ai eu un choc. Il avait vieilli. Vraiment. Son corps paraissait plus petit dans ce grand lit blanc. Mais son regard, lui, était intact. Calculateur. Il m'a demandé si Julien était parti. J'ai hoché la tête. Un bref soupir de satisfaction a traversé son visage avant de disparaître aussitôt. Il m'a alors parlé de l'enfant, de l'héritage, du nom, de l'avenir que lui seul pouvait garantir. Il voulait tout organiser avant qu'il ne soit trop tard. Avocat, notaire, clause. Comme s'il s'agissait d'une fusion d'entreprises, pas d'une vie à naître. À un moment, il a prononcé une phrase qui m'a glacée. Cet enfant doit être irréprochable. Avant que je puisse répondre, un médecin est entré, pâle, pressé. Il a murmuré quelques mots à l'oreille de mon père. Pour la première fois, son masque a craqué. Il m'a regardé avec une urgence nouvelle. Presque une peur. Et j'ai compris que le temps venait soudainement de s'accélérer, d'une façon que personne n'avait prévue. Les machines se sont mises à biper différemment, plus vite, plus fort. Le médecin a demandé que je sorte,
mais mon père a refusé d'un geste sec. Il voulait que je reste. Comme témoin. Comme héritière. Comme dernière carte. Sa respiration était devenue courte, sifflante. Pourtant sa voix est restée étonnamment ferme. Approche. M'a-t-il ordonné. Il m'a parlé d'une voix basse, hachée, comme si chaque mot lui coûtait des années de vie. Il m'a avoué que Julien n'avait jamais été qu'un symbole pour lui. Pas un homme, mais une menace à son contrôle. Il a dit qu'il m'avait rejeté non par honte, mais par peur. Peur que je découvre que son empire reposait sur des compromis, des abandons, des choix faits contre le cœur. Exactement ce que j'avais osé faire. Puis il a lâché la phrase que je n'attendais pas. Celle qui a fait vaciller tout ce que je croyais savoir. Il avait rencontré Julien. En secret. Bien avant l'accident. Il lui avait proposé de l'argent pour disparaître. Julien avait refusé. L'accident n'était pas commandité, non, mais il n'était pas totalement innocent non plus. Un silence écrasant a rempli la pièce. Mon père m'a attrapé la main avec une force surprenante. Ne fais pas mon erreur, a-t-il soufflé. Était-ce un conseil? Un regret? Ou une ultime tentative de me manipuler? Je n'ai pas eu le temps de répondre. Les médecins sont intervenus brusquement. On m'a poussé dehors. Dans le couloir, mon téléphone a vibré. Un message que je n'aurais jamais cru recevoir. Un numéro inconnu. Une simple phrase. Je ne suis pas parti aussi loin que tu le crois. Mon cœur s'est arrêté. Derrière moi, une alarme a retenti. Devant moi, l'espoir renaissait dangereusement. Et j'ai compris que le véritable choc, celui annoncé depuis le début, n'avait pas encore eu lieu. Je suis resté figé au milieu du couloir, incapable de faire un pas de plus. Le message brillait encore sur l'écran, comme une brûlure. Julien. Vivant. Proche. Pourquoi maintenant? Pourquoi au moment précis où tout semblait m'échapper? Derrière la porte de la chambre, les médecins s'agitaient. Les voix étaient pressées, tendues. Le temps se déchirait en deux directions opposées. L'assistante de mon père s'est approchée de moi. Son visage, d'habitude si maîtrisé, laissait transparaître une inquiétude réelle. Elle m'a murmuré que les avocats étaient déjà en route, que des décisions urgentes devaient être prises, que mon père ne survivrait peut-être pas à la nuit. J'ai senti le poids du nom, de l'héritage, de toutes ces chaînes invisibles se resserrer autour de mon ventre, autour de l'enfant. Je n'arrivais plus à penser clairement. Chaque battement de mon cœur semblait poser une question impossible. Rester? Partir? Dire la vérité? La cacher encore? Mon téléphone a vibré de nouveau. Une localisation. À moins d'une heure d'ici. Julien ne fuyait pas. Il revenait. À ce moment-là, la porte de la chambre s'est entr'ouverte. Le médecin m'a appelé d'un signe grave. Mon père voulait me voir. Tout de suite. Peut-être pour la dernière fois. J'ai regardé l'écran une dernière fois avant de le verrouiller. Deux vies m'appelaient. Deux choix irréconciliables. Et tandis que je faisais un pas vers la chambre, j'ai senti une douleur soudaine, profonde, me traverser le ventre. L'enfant bougeait. Comme s'il savait que ce qui allait se passer changerait tout. La douleur s'est intensifiée, brève mais nette, comme un avertissement. Le médecin m'a soutenu par le bras, m'a parlé doucement, mais je n'entendais plus rien. Dans la chambre, mon père respirait avec difficulté, les yeux fixés sur le plafond, comme s'il y voyait défiler toute sa vie. Quand il m'a aperçu, il a fait signe qu'on nous laisse seuls. Contre toute logique, on a obéi. Je me suis approché du lit. Il a cherché ma main, plus faible cette fois. L'enfant, a-t-il murmuré, puis s'est interrompu pour reprendre son souffle. Il doit être protégé. Pas seulement de la pauvreté. Du chaos. J'ai senti la colère monter, mêlée à une tristesse que je n'avais jamais autorisée. Je lui ai dit que le chaos, c'était lui qui l'avait créé. Il a esquissé un sourire fatigué, presque sincère. Il m'a alors demandé si Julien était encore dans ma vie. J'ai hésité une fraction de seconde. Trop longue. Il a compris. Ses yeux se sont fermés, puis rouverts avec une détermination nouvelle. Alors écoute-moi bien, a-t-il dit. Tout ce que j'ai bâti peut disparaître en une nuit si tu fais le mauvais choix. Ce n'était pas une menace. C'était un constat. À cet instant, mon téléphone a vibré une troisième fois, insistant, comme un cœur affolé. Je ne l'ai pas regardé.
Mon père a serré ma main une dernière fois. Promets-moi que tu feras ce qui est nécessaire. Dans le couloir, des pas pressés approchaient. Et au même moment, une chaleur étrange a envahi mon corps, me faisant comprendre que quelque chose, en moi aussi, venait de commencer. La promesse est restée suspendue entre nous. Mon père est mort quelques minutes plus tard, sans attendre ma réponse. Son empire, immense, s'est éteint dans un silence feutré, comme si même la mort lui devait de la discrétion. Je suis sorti de l'hôpital au lever du jour, le cœur vidé, le corps tremblant, et j'ai enfin ouvert le dernier message. Julien m'attendait. Quand je l'ai vu, vivant, imparfait, fragile mais réel, j'ai su. Pour la première fois de ma vie, j'ai choisi sans peur. Notre enfant est né quelques semaines plus tard. Un garçon. Je ne lui ai donné ni le nom de mon père, ni son argent. Seulement une histoire vraie, racontée avec pudeur, et une liberté que je n'avais jamais connue. Nous avons vécu simplement, parfois difficilement, mais sans jamais nous renier. Julien a remarché. Lentement. Courageusement. Et chaque pas était une victoire sur le passé. 18 ans plus tard, le choc est venu là où je ne l'attendais pas. Notre fils, brillant, intègre, est devenu sans le savoir l'homme que mon père aurait voulu être. Le jour où il a été nommé à la tête d'une fondation internationale, financée par l'héritage secret que mon père avait laissé à son nom, j'ai compris. Il n'avait pas voulu contrôler l'avenir. Il avait voulu se racheter. Mon père avait perdu une fille par orgueil. Il avait gagné un héritier par l'amour. Et moi, après 18 ans, j'ai enfin compris que le vrai héritage n'était ni l'argent, ni le pouvoir, mais le courage de choisir l'amour, même quand tout le reste s'effondre.